C'est quand même une idée assez folle quand on y pense. Chaque cellule de notre corps, absolument chaque cellule, contient le même et unique manuel d'instruction. Et pourtant, une cellule de peau n'a strictement rien à voir avec un neurone. Alors aujourd'hui, on va explorer ce mystère. Comment est-ce qu'un seul et même plan peut construire un édifice aussi complexe et varié qu'un être vivant? Regardez bien ça. Un culturiste qui fabrique du muscle, une peau qui bronze sous l'effet du soleil, le phénomène de la lactation, un lièvre qui devient tout blanc pour l'hiver, ou encore, à une échelle microscopique, une cellule immunitaire qui apprend à combattre un virus. A priori, aucun rapport. Et pourtant, il y a bien un mécanisme commun derrière tout ça. Lequel? Eh bien, c'est là que le mystère s'épaissit. Parce que toutes ces cellules, qu'elles appartiennent à un muscle, à la peau ou au cerveau, elles contiennent toutes, et j'insiste, exactement le même ADN, le même code source. Alors la question est simple, comment est-ce possible? Comment, avec un jeu d'instructions identique, on peut obtenir des résultats aussi radicalement différents? Pour y voir plus clair, on va suivre un parcours en 5 étapes. D'abord, on va bien poser le problème, le grand puzzle du corps. Ensuite, on regardera de plus près le plan directeur, l'ADN. Puis, on verra comment les instructions sont transmises. On parlera du passage du code au messager. Après ça, on verra comment on construit avec ces instructions. Et enfin, on observera le résultat final, quand le plan devient une réalité. Allez, on commence tout de suite. Première partie, le grand puzzle du corps. Pourquoi est-ce que nos cellules musculaires et nos cellules de peau ne sont pas de parfaites jumelles? La réponse à ce puzzle, la clé de toute cette histoire, elle tient en 2 mots, l'expression des gènes. Pour faire une analogie, c'est comme si l'ADN était une immense bibliothèque. Chaque cellule de notre corps possède une copie complète de cette bibliothèque. Mais une cellule de peau ne va s'intéresser qu'au livre qui explique comment fabriquer de la kératine. Un neurone, lui, va consulter les chapitres sur la transmission des signaux électriques. C'est ce choix de lecture sélective qui définit l'identité et la fonction de chaque cellule. Ok, maintenant qu'on a posé le concept de base, allons voir de plus près ce fameux plan directeur, le manuel d'instruction de la vie. Au cœur de toute la biologie, il y a ce qu'on appelle le dogme central. C'est un flux d'informations à sens unique. Tout part de l'ADN, la grande archive, le disque dur. Une partie de ce code est copiée sur un support temporaire, c'est l'étape de la transcription. Ce message est ensuite lu par des machines pour fabriquer quelque chose, c'est la traduction. Et le produit final, ce sont les protéines, et ce sont elles qui font absolument tout le travail dans la cellule. On enchaîne. Troisième partie, du code au messager. Très bien, mais comment on fait sortir ces instructions du coffre-fort? Parce que c'est là tout le problème. Le plan original, l'ADN, il est ultra précieux. Il est donc conservé en lieu sûr, à l'intérieur du noyau de la cellule. Sauf que les usines qui fabriquent les protéines, elles, se trouvent à l'extérieur du noyau. Il faut donc un courrier, un messager, pour transporter une copie des instructions de la salle des archives jusqu'à la chaîne de montage. Et ce messager, c'est l'ARN. Il ressemble beaucoup à l'ADN, c'est un peu son cousin germain, mais il y a quelques différences clés. Il est fait d'un seul brin, pas de 2, son sucre est légèrement différent, et dans son alphabet, la lettre T, la thymine, est remplacée par un U, l'uracile. C'est en quelque sorte la photocopie jetable du plan original qu'on peut utiliser sans risquer d'endommager le document maître. L'opération de photocopie s'appelle la transcription. Une enzyme, l'ARN polymérase, vient se fixer sur le gène à copier, elle ouvre la double hélice d'ADN et elle fabrique un brin d'ARN messager en se servant de l'ADN comme modèle. C'est exactement comme prendre une encyclopédie de plusieurs milliers de pages et ne photocopier que la page qui contient la recette dont on a besoin à l'instant T. Mais ce n'est pas tout. Et c'est là que ça devient vraiment élégant. La copie ARN qui vient d'être faite est une version brute. Elle contient des parties utiles, les exons, et des parties inutiles, les introns. La cellule va alors faire du montage, un processus appelé épissage, qui consiste à couper et jeter les introns et à recoller les exons entre eux. Mais le plus fou, c'est qu'elle peut les recoller de différentes manières. C'est ce qu'on appelle l'épissage alternatif. La conséquence de ça, elle est juste énorme. Ça veut dire qu'à partir d'un seul gène, on peut produire plusieurs protéines différentes. C'est de l'optimisation pure. Par exemple, avec un seul gène pour la tropomyosine, on peut faire une version pour les muscles rapides et une autre pour les muscles lents. C'est comme ça qu'avec un nombre de gènes finalement assez modeste, le corps humain arrive à créer une diversité de fonctions absolument phénoménale. Ok, on a notre message, il est prêt. 4e partie, il est temps de passer à la construction. Le message sur l'ARN est donc lu par la cellule mot par mot. Chaque mot est un groupe de 3 lettres qu'on appelle un codon. Et ce tableau, c'est le dictionnaire universel de la vie. Il dit à la cellule que le mot CCU, par exemple, correspond à l'acide aminé proline. Ce qui est incroyable, c'est que ce dictionnaire est le même pour un être humain
une bactérie, un champignon, un arbre. C'est un langage universel partagé par quasiment tout le vivant sur Terre. Cette traduction se fait en 3 étapes. D'abord, l'initiation. L'usine à protéines, le ribosome, s'accroche à l'ARN au signal de départ. Puis, l'élongation. Le ribosome glisse le long du message, lit chaque mot de 3 lettres et ajoute le bon acide aminé à la chaîne qu'il est en train de construire. Et enfin, la termination. Quand il arrive à un signal stop, le ribosome lâche la protéine, qui est maintenant terminée et prête à aller faire son travail. On arrive à la dernière étape de notre voyage. 5e partie, voyons comment tout ce processus moléculaire se traduit par des conséquences bien réelles et observables. Tout ce qui est observable chez un individu, que ce soit la couleur des yeux, le groupe sanguin ou même la prédisposition à certaines maladies, tout ça, c'est ce qu'on appelle le phénotype. C'est le résultat final et visible de l'expression des gènes, en dialogue constant avec l'environnement. Pour que ce soit bien concret, prenons l'exemple de la drépanocytose. La différence visuelle est saisissante. À gauche, des globules rouges sains, bien ronds, souples, qui circulent sans problème. À droite, des globules rouges malades qui ont pris une forme de faucille. Ils sont rigides, ils s'agglomèrent et ils peuvent boucher les petits vaisseaux sanguins, avec des conséquences souvent dramatiques. La question est donc simple. D'où vient une différence aussi spectaculaire ? Qu'est-ce qui a pu mal tourner dans le processus qu'on vient de décrire pour en arriver là ? La réponse se trouve au niveau de la protéine. L'hémoglobine, qui transporte l'oxygène, est normalement une petite molécule qui flotte librement. Mais dans le cas de la drépanocytose, une toute petite erreur de fabrication la rend collante. Les molécules d'hémoglobine s'agrègent alors les unes aux autres, elles forment de longues fibres rigides qui vont étirer et déformer le globule rouge de l'intérieur. Et le plus dingue dans cette histoire, c'est que toute cette cascade de problèmes dévastateurs est causée par une erreur infinitésimale, le changement d'un seul acide aminé sur une chaîne protéique qui en compte 146. Un seul. C'est la preuve ultime que la précision de ce système est vitale. Une seule faute de frappe dans le grand livre de la génétique peut avoir des conséquences absolument gigantesques. Bon, pour résumer, s'il y a quelques points à retenir, ce sont ceux-là. Toutes nos cellules partagent le même ADN. C'est l'expression sélective de certains gènes qui les rend différentes. Le processus clé, c'est le flux ADN vers ARN vers protéines. L'épissage alternatif est un super outil pour créer beaucoup de diversité à partir de peu de gènes. Et enfin, notre phénotype, ce qui nous caractérise, est toujours le résultat d'un dialogue entre nos gènes et notre environnement. Et tout ça, ça nous laisse avec une question finale fascinante. Si notre environnement, ce qu'on mange, le stress qu'on subit, peut influencer quels chapitres de notre grand livre génétique sont lus et lesquels restent silencieux, alors quelles sont les implications pour le futur de la santé, du vieillissement et même du potentiel humain ? C'est un domaine de recherche en pleine explosion et la réponse est loin d'être complètement écrite.